Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. On dit qu'accueillir un enfant peut être une manière d'incarner ses convictions les plus profondes. Médecin de formation, Marc partage avec nous le récit de la naissance de son deuxième enfant accueilli en maison de naissance. Ce moment s'inscrit dans un parcours personnel marqué par une remise en question progressive de la médecine allopathique classique. Avec ses 3 enfants nés dans des contextes très différents, Marc nous raconte comment ces expériences ont transformé sa manière de voir la médecine et d'accompagner les patients et patientes. Il évoque ses réflexions autour du yin et du yang, de la fasciathérapie ou encore de la phytothérapie et partage les doutes, les ouvertures et les élans qui l'habitent toujours aujourd'hui. Il insiste sur l'importance de ne jamais oublier que derrière chaque corps, il y a une personne avec ses émotions, son histoire et sa singularité. Aujourd'hui, Marc nous raconte son histoire. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour Marc, bienvenue à notre micro. Merci. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour parler de ton expérience avec nous dans cet épisode. On est très heureuse de pouvoir écouter ton parcours de père aujourd'hui, mais avant de nous raconter tout ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Marc, j'ai 35 ans, j'habite dans l'Allier, une petite commune près de Moulins. Je suis médecin généraliste et passionné par les médecines intégratives et je suis l'heureux papa de 3 enfants, 2 petits garçons et une petite fille. Est-ce que tu peux préciser pour ceux qui savent pas ce que c'est une médecine intégrative ? C'est une médecine qui prend en compte l'être humain et pas uniquement, je dirais, le corps humain. Se dire que c'est pas un patient, mais c'est une personne avec une vie psychologique, relationnelle, etc. Et c'est pas uniquement un corps. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as monté ton projet d'accouchement ? La maison de naissance de Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère, c'était en 2021. C'est la femme du coup, c'est ça ? Oui, la femme, exactement. Oui, parce que du coup, tu as eu 3 enfants, mais on va s'intéresser davantage forcément au récit qui concerne la maison de naissance. Et comme tous nos invités, nous allons te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Une maison de naissance, c'est un lieu de naissance attenant ou très proche d'un hôpital où la femme, accompagnée ou pas du conjoint, peut accoucher de manière sécure et en toute douceur. Aujourd'hui, on a eu envie de t'inviter à partager ton expérience parce que, en tant que médecin, ton regard sur la naissance nous intéressait particulièrement. Après avoir échangé avec une femme médecin ayant accouché en maison de naissance qui précède ton interview, on souhaitait explorer une autre facette, celle de l'accompagnant cette fois-ci, qui ne vit pas l'accouchement dans son propre corps, mais qui en partage pleinement le chemin aux côtés de sa conjointe. Ton parcours médical, tes études et ta posture professionnelle ajoutent une dimension assez précieuse à ce récit, et notamment pour comprendre comment on passe finalement du soignant au rôle de proche ou patient aussi, même si c'est accompagnant, et comment ça influence ou non la façon d'aborder la naissance quand elle devient une expérience personnelle. Et du coup, pour commencer par le début, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça vous est venu, cette idée, cette envie de vivre l'expérience de l'accouchement physiologique ? Est-ce que c'était quelque chose qui venait de toi ? Est-ce que c'était une initiative personnelle ou est-ce que c'était une idée partagée avec ta compagne ? Quelque chose qui vous a peut-être été aussi inspiré par des témoignages ou des lectures ? Oui, donc là je vais faire a priori une réponse assez longue. Lorsque j'ai rencontré ma compagne, tous les deux nous étions déjà sensibilisés à ces approches-là, que je qualifierais de l'accouchement physiologique,
qui peut se passer en maison de naissance. Ma compagne était déjà maman et elle est fille de sage-femme qui notamment a fait pendant plusieurs années des accouchements à domicile où elle accompagnait les femmes à accoucher chez eux. Et donc ma femme, son premier fils est né dans son logement. C'était un accouchement à domicile. Ça, c'est pour mon épouse, mais quand je me suis mis avec mon épouse, moi-même, j'étais déjà sensibilisé à l'accouchement physiologique et aux conditions d'un accouchement physiologique qui peuvent être parfois difficiles à l'hôpital. Et comment moi, j'en suis venu à ça. Donc, comme tu l'as dit, je suis médecin. J'ai eu un parcours un petit peu particulier où pendant mes études de médecine, j'ai déclenché une pathologie auto-immune. Et le médecin spécialiste qui me suivait a mis un premier traitement qui n'a pas fonctionné. Et puis, je suis allé le voir de nouveau. Il m'a dit, bon, on va frapper plus fort. Et à l'époque, j'avais 22, 23 ans. Et là, j'ai dit, non, c'est pas possible. Je vais pas tomber là-dedans dans des médicaments lourds. Et j'ai eu, dans mon malheur, entre guillemets, de maladie, beaucoup de chance. C'est que j'étais dans une famille où ma grand-mère elle-même avait une maladie auto-immune et était suivie par un médecin qui travaillait différemment. Ok. Et ce médecin, malheureusement, on lui avait mis un peu des bâtons dans les roues parce que des fois d'être différent dans le milieu médical, c'est pas forcément accepté. Et donc il exerçait plus en France, mais à Saint-Marin. Donc moi à l'époque j'étais à Grenoble, donc j'avais dû faire 7000 km pour me soigner parce que j'ai fait 5 allers-retours de Grenoble-Saint-Marin, donc ça fait 7000 km. Tu dis Saint-Marin, mais pour que les gens se figurent, c'est en Italie, c'est ça? C'est en Italie, ouais. Oui, voilà. C'est à côté de Rimini, sur la mer Adriatique. Et donc du coup, ça m'a forcément beaucoup marqué. Et 1 an ou 2 après le déclenchement de cette maladie et après le fait que la personne qui m'est soignée, mais en rémission, l'a fait de manière efficace, sans effet indésirable et à faible coût, était interdit d'exercer en France, j'étais tombé sur des approches différentes de la médecine. Et contrairement à d'autres personnes étudiant en médecine, je me suis pas dit si c'est vrai ça se saurait. J'ai plutôt dit je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais malheureusement mon expérience personnelle m'a montré qu'il y a des choses qui marchent et qui sont interdites, en tout cas en France. Ouais. Et ça a été un moment difficile de ma vie personnelle et d'étudiant. Oui, ça peut se comprendre. Ouais. Ouais, c'était très déstabilisant. Donc je venais de terminer ma 5e année d'études de médecine. La 6e année, c'est une année où on fait que de bachoter pour être interne et avoir la spécialité qu'on veut dans la région que l'on souhaite. Et moi, je me sentais pas du tout de bachoter 8-10 heures par jour, là où je commençais à me poser des questions. Donc j'ai fait le choix de faire une pause dans mes études d'1 an. Et durant cette pause, j'ai remis beaucoup de choses en question par des lectures, des rencontres. Et notamment, à un moment donné, donc j'étais dans la région de Grenoble, j'ai rencontré des personnes qui étaient plutôt militants dans le sens noble du terme, un peu comme vous à votre façon, qui essayaient de repartager des informations et donner la parole à d'autres personnes, et notamment parfois sur des sujets de santé. Okay. C'est comme ça que je les avais accompagnés à Limbin, juste à côté de Crolles, entre Grenoble et Chambéry, interviewer une sage-femme qui exerçait, alors elle faisait des accouchements à domicile dans la région de Grenoble, et je crois qu'elle avait dû participer il y avait un reportage sur son travail, et donc il l'avait interviewée, et j'étais là pendant l'interview, et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'accouchement médical lorsqu'il n'y a pas forcément de raison, et à l'accouchement physiologique. C'est intéressant de pouvoir comprendre ce qui vous a amené à faire ce choix. Merci du coup d'avoir pris le temps de nous éclairer sur comment ça vous est venu chacun de votre côté. Une fois du coup que vous vous êtes rencontrés, que vous avez eu le projet ou la surprise d'avoir votre premier enfant ensemble, qu'est-ce qui vous a amené à avoir un accouchement physiologique ? Est-ce que ça a été la maison de naissance dès le premier enfant ou est-ce que c'est venu plus tard dans votre aventure ? Effectivement, c'est venu plus tard dans notre aventure. Donc elle comme moi, nous étions, convaincus de l'accouchement physiologique. Quelque part, on voulait regarder dans cette direction-là. Okay. Et on a fait un suivi avec une sage-femme qui accompagnait les couples sur des accouchements à domicile. Je me rappelle même que pendant ce suivi de grossesse, moi je me disais c'est bien beau, on est un être humain et on n'a pas qu'un intellectuel, une partie intellectuelle, et notamment on a une partie un peu émotionnelle où on a notre histoire personnelle qui peut nous rattraper. Et du coup j'ai dit j'ai beau avoir remis des
il me semble, des croyances médicales en question. Pour préparer cet accouchement à domicile, j'avais demandé de l'aide à une kinésiologue à l'époque. Donc voilà, le premier accouchement, c'était prévu à la maison. Et la sage-femme a eu besoin de nous transférer. C'était totalement nécessaire et légitime. Et donc, l'accouchement s'est terminé à la maternité de Bourgoin-Jallieu, où moi, du moment où elle a dit il faut transférer, moi, ça a été un moment que j'ai très mal vécu. À domicile, j'étais serein. Et le moment du transfert et le moment à l'hôpital, j'étais pétrifié. D'accord. L'accouchement a été assez rapide là-bas. Sauf que 4 à 5 mois après, mon épouse était de nouveau enceinte. Ah oui. De nouveau enceinte, et c'était la deuxième grossesse. Et donc, au final, entre la première et deuxième accouchement, il n'y a que 13 mois. Et pour nous, c'était pas du tout envisageable de faire un accouchement à domicile parce que elle comme moi, on avait perdu confiance quelque part en nous-mêmes. Et mon épouse, ça a été difficile d'avoir fait un premier accouchement à la maison et là, de pas avoir réussi. Elle s'est beaucoup remis en question. Elle dit, mais comment je suis une maman, mais j'arrive pas à mettre mon enfant au monde toute seule, etc. Et puis l'accouchement à domicile, c'est beaucoup de logistique tout de même. Et d'accoucher dans son salon, chez soi, alors qu'il y a un bébé à côté qui est géré par un adulte qui le garde, ça demande beaucoup d'intimité, l'accouchement. Et là, pour nous, la meilleure façon, la plus sécure et la plus intime, c'était la maison de naissance. Oui. Ça peut se comprendre parce qu'en effet, tu parles de toute la logistique. Le mois dernier, on a eu justement des témoignages d'accouchement à domicile qui, pour les personnes curieuses d'en savoir un petit peu plus, pourront aller écouter, et des femmes et une sage-femme du coup qui pratique l'accouchement à domicile. N'hésitez pas à aller écouter ça. En tout cas, il y a aussi cette dimension, comme tu dis, où ils étaient très rapprochés en âge, le besoin d'intimité pour la naissance. Et je suis curieuse de savoir parce que tu dis que lors de votre accouchement du premier enfant, vous avez été transféré à la maternité de Bourgoin. Est-ce que c'est comme ça que vous avez connu la maison de naissance, ou est-ce que au moment de votre premier projet, vous aviez déjà connaissance de la maison de naissance et vous avez fait le choix d'être à la maison parce que c'était l'expérience de ta femme dans laquelle elle se sentait confiante et confortable? Effectivement, on avait déjà connaissance de la D'accord. maison de naissance et on est plutôt tous les deux des idéalistes. Et du coup, on se disait non, on veut être dans notre intimité et le faire à la maison. Et en plus, on a une professionnelle qui nous accompagne. Oui, c'est tout à fait légitime. C'est juste de savoir à quel moment, du coup, la maison de naissance était apparue Ouais. dans votre vie. Vous avez donc fait pour la deuxième naissance, pour votre deuxième enfant, le choix de vous tourner vers Femme, donc la maison de naissance partenaire de la maternité de Bourgoin-Jallieu. Comment ça s'est passé, votre première rencontre avec l'équipe de sages-femmes? Ça s'est très très bien passé. Ok. Ça s'est super bien passé. La petite anecdote, c'est on a vécu des moments difficiles dans notre vie personnelle, mais la grossesse, il y a eu toujours un brin de magie. Et notamment après la première rencontre avec la sage-femme dit « Ah, il y a une journaliste qui fait un documentaire sur les sages-femmes et notamment les maisons de naissance. On a vu ton profil, Marc, et toi, Léna, ton expérience, ça pourrait être super chouette que vous la rencontriez. Peut-être qu'elle voudrait suivre votre couple. » Et du coup, toute la grossesse, on a été suivis par cette journaliste. Et donc, cette grossesse, en vue de cet accouchement en maison de naissance, on a eu ce suivi. Grâce à ça, on a eu des beaux privilèges parce qu'on était en 2020-2021, donc pas de port de masque quand on faisait des échographies parce que pour la caméra c'était moins bien, etc. Et là, du coup, la petite, ça me fait rire parce qu'aujourd'hui c'est encore pour ma petite fille, donc c'est la deuxième naissance où on fait ce podcast. Et donc c'est quand même des petits clins d'œil. C'est bien, c'était une star déjà dans le ventre de sa mère. C'est ça, c'est une star. Est-ce que cette rencontre avec cette équipe, du coup, qui s'est très bien passée, cette équipe de sages-femmes de la maison de naissance, a malgré tout bousculé ou questionné certaines de tes convictions, certaines de vos connaissances? Tu disais que ta femme, et du coup sans doute un peu toi aussi, mais plus particulièrement elle, avait eu cette espèce de difficulté et de questionnement vis-à-vis de sa capacité à accoucher chez elle, vu qu'elle y était arrivée une fois, que la deuxième fois ça s'était pas déroulé comme la première, etc. Est-ce que c'est venu ébranler quelque chose? Est-ce que c'est venu renforcer autre chose dans votre relation, dans les premières rencontres, les premières séances, on va dire? Moi, nous avons tout de suite bien accroché avec la sage-femme et elle a tout de suite, il y avait beaucoup de compassion et une certaine profondeur et on s'est pas senti jugé en disant mais oui, vous avez été totalement utopiste d'envisager un accouchement à domicile, vous pouvez accoucher que en maison de naissance, etc. Et en même temps beaucoup de douceur et de profondeur où petit à petit on revenait dessus et elle donnait confiance à mon épouse.
sur ses capacités et que il y avait aucune raison. On allait avancer un pas après l'autre, que si tous les voyants sont au vert, que ça se passe à la maison de naissance. Oui. Et on en saura plus tout à l'heure quand tu raconteras ça avec Capucine. À ce moment-là, tu avais terminé ton internat, tu étais officiellement médecin, en tout cas apte à faire de la médecine générale. Donc, tu avais eu en plus le temps de réfléchir, comme tu disais tout à l'heure, à des médecines alternatives ou en tout cas à des questionnements de comment aujourd'hui la médecine était pratiquée en France. Est-ce que avec tout ce bagage et toutes ces questions, ces réponses que tu étais allé chercher, ce vécu personnel dont tu nous as parlé aussi du fait de ta maladie auto-immune, est-ce que tu avais des attentes particulières de ces sages-femmes ou de ce que la maison de naissance allait vous proposer comme lieu d'accouchement, comme outil qui soit psychologique, émotionnel, physique, au sens très large du terme quand je dis outil. Est-ce que tu avais des attentes particulières et est-ce que aussi, ce que tu as ressenti à la maternité quand il y a eu ce transfert, tu as utilisé le mot pétrifié tout à l'heure, c'est quand même assez fort. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a pu faire écho à ça? Ou est-ce que justement le contexte dans lequel tu étais était totalement décorrélé pour toi d'une maternité et d'un contexte hospitalier? Oui, ça a impacté et j'avais besoin, la sage-femme a répondu clairement, vraiment de qu'elle croit en nous et qu'elle nous juge pas. Et sur des choix, par exemple, nous on était plutôt réticents à réaliser tant d'échographies sur la grossesse et elle comprenait notre choix. Et vu que dans la famille il y a des gros bébés, donc on parle de macrosomie, il fallait vérifier que le bébé n'était pas estimé à plus de 4 kilos, donc heureusement c'était le cas. Donc elle a bien fait son travail, mais il y avait aucun jugement et beaucoup de douceur et elle croyait en nous. Et ça, je me suis jamais senti dire avec un regard un peu condescendant mais il est totalement perché ce mec. Et cette femme aussi, donc il n'y avait pas ça. Et vu que je m'étais aussi intéressé à des médecines, oui, comme tu disais, des approches complémentaires, alternatives, je sais également ce que fait le corps médical et ce que ne fait pas. Donc, elle a très bien fait son travail. Et en même temps, sur des sujets psychologiques ou émotionnels, j'allais voir des personnes spécialement pour ça. D'accord, ok. Et elle était au courant et du coup, c'était bien. Elle acceptait vraiment, elle nous a accompagnés tels que nous étions à ce moment-là, avec nos peurs et nos choix, nos croyances, etc. D'accord. Je pense que c'est du coup assez idéal pour aborder une grossesse et une naissance de la manière la plus sereine. C'est l'idéal normalement face à n'importe quel accompagnant, Ouais, médecin. accompagnant, comme tu dis, médecin, soignant. Oui, voilà, soignant. Et parce que maison de naissance, ça peut être une maison de naissance où on sent l'énergie de la sage-femme qui peut être un peu intrusive, à vouloir faire, etc. Et nous, on avait besoin qu'elle contrôle, qu'elle valide des étapes et qu'elle soit là, mais que si ça se passe bien, on le fait à 3, quoi. Et 3, c'est maman, bébé et papa. Tu viens de nous dire du coup que pendant ce suivi, tu as eu plusieurs accompagnements en dehors de la maison de naissance pour accompagner notamment tes peurs ou ce genre de choses. Il n'empêche que, par exemple, pour ton premier accouchement, tu nous as dit tout à l'heure, le transfert était légitime et utile à ce moment-là. Il y a quand même une part de toi qui comprend ce qui se passe, ce qui se joue en termes de pronostic vital, j'imagine, pour la maman, pour le bébé, etc. Même si tu n'es pas toi-même gynécologue obstétricien ou sage-femme, tu as évidemment des connaissances médicales que les autres n'ont pas et qui vont par moments très probablement te revenir selon ce que tu vas pouvoir voir. Est-ce que, malgré tout, pendant tout ce suivi, et peut-être même jusqu'au jour J, mais sans rentrer dans le détail de l'accouchement, t'as réussi quand même un peu à poser la blouse, ou en tout cas à déconnecter un petit peu cette part de médecin qui est en toi? Ou est-ce que, par moments, ça a été un peu des dilemmes ou parasitants dans ta relation peut-être à ta femme ou à l'équipe, ou est-ce que ça fait partie notamment des peurs que tu as pu travailler avec des personnes en parallèle? Je l'ai travaillé avec des personnes en parallèle et ça c'est surtout même oui, bien sûr il y a l'accompagnement en parallèle, mais le lien avec la sage-femme, quoi, j'avais vraiment confiance en elle. J'avais confiance en elle et à Bourgoin, la maison de naissance, elle est collée à l'hôpital. Donc j'ai confiance en elle. S'il y a quoi que ce soit, on traverse le couloir, on est à la maternité. D'accord. Bien sûr qu'il y a eu un accompagnement complémentaire. Il y a eu
séance d'autonomie également, qui crée un moment où on était très pris dans notre vie avec, donc, vu qu'on avait déjà un petit, pour la maman, le bébé et moi, où on se retrouvait. Mais il y a vraiment aussi ce lien qui est fait avec la sage-femme, où c'est vrai que c'est un suivi global qu'elles font les sages-femmes, mais c'est souvent 1 heure et demie de rendez-vous. Alors j'ai oublié la fréquence, je pense que c'est mensuel, voire des fois un peu plus. Et le jour J, j'étais prêt. Par rapport à ce que tu dis, c'est mensuel et justement, à partir du 7e mois, en général, il peut y avoir et là, je suis curieuse que tu nous dises, dans ton cas, comment ça s'est passé, enfin, dans votre cas, comment ça s'est passé. Il y a les séances de préparation à la naissance qui arrivent et donc, en fait, selon les sages-femmes, selon les maisons de naissance et les équipes, ces séances de préparation peuvent être individuelles, peuvent être en groupe. Je sais pas, du coup, si tu t'en souviens, parce que ça remonte à il y a quelques années maintenant et qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis, sans doute, dans vos vies. Mais, est-ce que tu as souvenir de ces moments où vous vous êtes vraiment, préparés à l'accouchement et de ce que vous avez ressenti? Après, si c'était période Covid, peut-être qu'il y avait pas de groupe. Ouais, c'est ça, c'était période Covid, il n'y avait pas de groupe. Ouais. J'ai souvenir que c'était un suivi avec je sais pas quel terme elles utilisent, moi je suis médecin, des sages-femmes, je veux dire de consultation, mais je suis pas sûr qu'elles utilisent ce terme-là. Assez long, et sachant que moi j'étais médecin, qu'Alena avait beaucoup d'expérience, donc Alena c'est mon épouse, c'était pas à proprement parler une préparation où des fois il peut y avoir des outils concrets, et où nous on avait aussi était déjà beaucoup informés sur l'accouchement physiologique. C'était beaucoup sur le fait de parler des peurs qu'on pouvait avoir et des signaux que la sage-femme vérifie tout au long du travail, où le travail c'est des étapes, et quand les étapes se suivent, il n'y a même pas besoin de faire un monitoring, et c'est dès qu'il y a une petite étape qui commence à mal se dérouler, des contractions qui sont un peu moins régulières, là elle fait un suivi plus rapproché, etc. Il faut savoir que les sages-femmes, elles ont un protocole d'écoute intermittente, il me semble, où de toute façon, elles font un Doppler tous les X minutes. Moi, je connais pas. Mais c'est vrai que quand on vit l'accouchement, on a l'impression qu'il y en a pas tant qu'il y a pas besoin. Et en effet, il y a des monitorings plus rapprochés quand ça c'est nécessaire parce qu'un ralentissement ou ce genre de choses. Mais en tout cas, je dis parce que je me souviens d'une sage-femme qui nous a dit un jour, c'est rigolo, vos usagères disent qu'on fait jamais d'écoute, alors qu'en réalité on en fait comme le protocole le demande, sur une écoute intermittente, donc pas comme à l'hôpital où c'est une écoute plus constante, il me semble. Pareil, je suis pas médecin ni sage-femme ni quoi, donc je parle sous couvert qu'on puisse me corriger. En tout cas, ouais, c'est assez intéressant de voir combien quand on le vit aussi. Alors là, toi tu parles de la théorie que vous avez présentée, mais c'est rigolo aussi de voir que quand on le vit, on a l'impression qu'on n'est pas du tout écouté au monitoring, alors qu'en fait, elles le font quand même de manière cyclique, sans qu'on s'en rende compte, quoi. Ouais, t'as raison, c'est une remarque pertinente. Oui, quand on est dedans, c'est tellement un environnement, en tout cas notre expérience, un cocon plein de douceur, et on est tellement dans notre bulle, et elles font leur travail, et elles s'adaptent à chacun, et si elles vont être plus présentes pour assurer, elles le font, et nous, on voulait être plutôt autonomes, et elles font leur travail, et en fait, on les remarque même pas. Par exemple, elles font pas particulièrement changer la position de la femme pour pratiquer cet acte, et du coup, on peut oublier, si la femme elle est concentrée sur son truc et qu'on lui demande pas de changer, on lui demande l'autorisation de le faire, elle dit oui, puis après basta, elle oublie. Et du coup, il y a un peu ce sentiment de passer à côté de l'acte qui a eu effectivement lieu, parce qu'en fait, on n'a pas bougé, on n'a pas senti, on n'a pas tout ça, et du coup, c'est assez intéressant. Mais du coup, voilà, je voulais revenir sur ça. Ouais, exactement, t'as bien raison. Quand on t'écoute, ce qui est intéressant, c'est de constater la capacité aussi d'adaptation selon les profils des personnes auxquelles les sages-femmes font face. Le sujet de la peur par rapport à votre premier vécu, etc. J'imagine d'ailleurs qu'à un moment donné, dans peu importe consultation, préparation, qu'importe finalement le nom qu'on lui donne, a été évoquée la question du transfert. Tu nous disais tout à l'heure, il y a qu'un couloir à traverser. Il n'empêche que il y a un cadre dans lequel, à un moment donné, on peut être transféré. Ça doit faire partie, à un moment donné, de vos échanges, j'imagine. Et est-ce que ça a été, dans ton souvenir, plutôt quelque chose de stressant ou au contraire de rassurant, que ce soit pour ta femme ou pour toi? Disons que initialement, je pense que ça fait quelques années que c'était stressant, mais nous on s'y est préparé, pas que avec la sage-femme, beaucoup tous les deux, et puis des fois avec d'autres accompagnants. L'erreur de notre première expérience, voilà, l'erreur en tout cas pour moi, c'était inenvisageable d'accoucher à l'hôpital.
pour plein de raisons. J'avais encore beaucoup de colère contre l'hôpital et la médecine conventionnelle. Et du coup, là, par contre, j'ai regardé un peu plus ces peurs et ces colères en face et de se dire, non, s'il se passe, s'il y a un transfert, comment je me positionne pour que l'équipe médicale fasse son travail et en même temps qu'on continue de faire les choses le plus respectueux pour ce qu'on veut et ce qu'on juge bon pour notre enfant. Et du coup, nous, on a quand même pas mal travaillé cette question-là. Sinon, c'était pour le premier suivi, c'était vraiment un peu... J'avais des œillères. Et c'est pour ça que j'étais préparé sur l'accouchement à domicile et le transfert, là, j'étais pas du tout préparé à faire face à ça. Ok. Maintenant que, du coup, t'étais en pleine confiance, comme tu disais, et prêt. Souvent, d'ailleurs, les gens nous disent, est-on vraiment prêt? Mais là, tu te sentais très prêt. Et prêt à accueillir une deuxième naissance. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé le jour J? Bien sûr, le jour J, le travail a commencé tôt le matin. C'était un pré-travail et mon épouse n'était pas prête. Vous étiez à combien de semaines? Enfin, combien de jours avant ou combien de semaines d'aménorrhée? On était à 14 ou 15 jours avant la date théorique et mon épouse n'était pas prête. Elle avait d'autres gestions dans sa vie, des soucis un peu pas très agréables à gérer à ce moment-là. Elle dit mais non, je suis pas prêt là, j'ai ça, je peux pas. Et vu qu'il y a eu ce suivi et ce lien intime et construit avec la sage-femme vient et dit bah tu sais là ça va venir, il va falloir que tu laisses le bébé venir là, je pense que ça va être pour aujourd'hui. Du coup, elle avait fissuré sa poche des os et il y avait un certain délai, et passé un certain délai, on met une antibiothérapie pour prévenir une infection. Oui. C'est ce qu'on a fait, même si des fois nous on souhaite toujours une approche un peu plus naturelle, mais là on a dit non, c'est bon, on fait totalement confiance et on fait ça. Ça va mettre notre cerveau reptilien en mode je suis sécure et on va avancer. Donc il y a eu ça et on est parti vers les 19-20 heures à la maison de naissance. Du coup, ça a travaillé toute la journée ou c'était plutôt épars, c'est pas si présent que ça? C'était épars, hein. C'était vraiment un pré-travail toute la journée. Et une fois qu'on arrivait à la maison de naissance, que mon épouse a quitté un peu la maison, le bébé qui était déjà là. Oui, c'est ce que j'allais dire, vous aviez votre aîné en plus qui prenait une certaine place, j'imagine. Et là, ça fait un moment, parce qu'en plus j'ai eu un bébé après, donc... Pas mélanger les accouchements. Là, ça a passé... Ah oui, je me rappelle bien de ma femme, comment c'était. Mon épouse, tout s'est très très bien passé, dans le sens où les différentes étapes du travail se déroulaient sans mettre trop de temps. La sage-femme n'était pas inquiète, et puis moi, qui était le papa dans ces accouchements-là, joue le rôle un peu de pilier pour son épouse, sa compagne. Du coup, moi, j'étais sécure, j'étais apaisé, serein, et régulièrement, elle demandait à la sage-femme, c'est bon là, mais ça met trop de temps, parce que le premier accouchement, ça avait traîné, et c'est là qu'on se disait qu'il y avait un souci. Ouais. Elle disait non, tout va bien. Elle marchait souvent pour non mais voilà, comme ça, si je marche, le travail va plus se faire, etc. Et puis quand le travail est monté en intensité, elle a lâché son mental et c'était incroyable. Du coup, moi, c'était le premier accouchement physiologique que j'ai vécu. Ouais. Elle a enfanté, elle était debout à se suspendre à mon cou. Oui. Et pendant que le bébé est né, elle était debout. Il y a la sage-femme qui a réceptionné notre petite fille et tout de suite l'a mis dans ses bras. C'était très très chouette, un moment incroyable, et un moment où en fait c'était du 4 étoiles la maison de naissance, parce que on n'a rien géré. Moi j'ai pas géré en disant ouais là c'est bon, pas besoin de faire un transfert. J'étais pas du tout avec un regard médical à rassurer médicalement ma femme. Il y avait pas toute la logistique. Une fois que le bébé est né, moi j'étais avec mon épouse à la coucouner, etc. J'ai pas géré toute la logistique. Toi aussi t'avais posé ton cerveau, quoi. Ah, j'avais posé mon cerveau. Elle nous apporte à manger. Je crois qu'on avait donc quand on arrive pour le jour J, on amène un certain nombre d'affaires et un plat que notre famille nous avait fait, et c'est elle qui nous amène un plateau. Quoi, c'est vraiment, mais c'est du 4 étoiles. Hein. C'est du 4 étoiles. C'est super. On prend le temps, on vit nos émotions. Ouais. Et là, mon épouse, au bout de, je sais pas, 2 heures, se met debout. Elle était très blanche.
ça tournait, elle avait une tension un peu basse et elle avait pas perdu beaucoup de sang. La sage-femme était pas inquiète, elle dit non, tu te rallonges, tu vas te reposer et puis par principe, je fais une prise de sang et ce qui était c'était juste normal et elle fait la prise de sang et l'hémoglobine était correcte et on a pu rentrer à la maison. Oui, c'était plus l'événement qui l'avait mis un peu fébrile, quoi. Oui, l'événement, la nuit blanche. Ouais, c'est ça, ouais. Ça joue. Oui. C'est ça. Ouais, deux grossesses et deux accouchements à 13 mois d'intervalle, ouais, c'est ça ça. prend un peu d'énergie. Ouais, ça prend un peu. C'est clair. Tu disais que cette fois-ci, t'avais pas eu à rassurer à avoir ta casquette médicale pour le transfert, tout ça. C'est que pour le premier, t'avais joué un peu ce rôle? Non, c'est pour le 3e où j'ai joué ce rôle. On a 3 enfants et le 3e, c'était un accouchement. Alors le terme, j'aime pas ça, accouchement non assisté, où il y avait juste mon épouse et moi, et c'était à la maison. Et ça s'est très très bien passé. Ouais, en autonomie. En autonomie. Et du coup, là, j'avais pas la casquette médicale, mais j'avais la casquette physiologiste, je dirais. Et si j'avais vu quelque chose qui était étrange, là, j'aurais dû dire ah bon, là, on va aller à l'hôpital, etc. Ouais, un regard extérieur. Ouais, t'étais garant de la physiologie, en fait. J'étais garant de la physiologie. Et là, c'était pas le cas à la maison de naissance. Donc c'était c'était très 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 agréable. Ouais. Et je me demandais ce qui vous a décidé, parce que tu nous dis que c'est assez, enfin, le travail est un peu éparse tout au long de la journée et après vous partez à la maison de naissance. Et du coup, qu'est-ce qui vous a décidé à partir? Est-ce que c'est parce que le travail s'était accéléré? Est-ce que c'est parce que ta femme avait besoin d'être à la maison de naissance? Est-ce que parfois ça arrive d'avoir besoin d'avoir sa sage-femme au bout d'un moment? Ou c'était le besoin de se séparer de votre enfant aussi parce que parfois ça crée quelque chose de pouvoir enfin le laisser poser son cerveau, comme on dit? Qu'est-ce qui vous a motivé du coup à partir? Eh bien, je crois que c'est ça. Comme tu as dit la dernière, c'était le besoin de couper avec la maison, avec le premier bébé qui était déjà là. Et en disant bah c'est pas grave, on va là-bas et on voit ce qui se passe. Peut-être qu'on y va plus tôt que nécessaire, mais on avait besoin de couper, de rentrer dans cet hôtel 4 étoiles de douceur. Et il y a eu combien de temps entre votre arrivée et la naissance effective? Eh bien, je pense qu'on a dû arriver, moi je trouve 20h, 21h et la petite est née à 4h. Donc, OK. 4, dans les 7 heures. Ouais. Et du coup, pendant tout ce temps-là, est-ce que tu te souviens, ce que tu as pu proposer à ta femme pour, l'accompagner, pour, l'aider, voilà, pour la soutenir? Ah oui, des massages, des massages, des paroles. J'allais dire des doudous, mais je suis pas sûr parce que la connaissant, dans ces moments-là, non, mais des massages, ouais. Beaucoup de massages et de la présence où je suis là et je suis pleinement là. Oui. Je suis Mais pleinement ça, là. on en parle souvent, ouais, de la présence, pour, surtout, les papas qui ont peur de pas se sentir utiles. Il y a pas forcément besoin d'être, en pleine action et en pleine, Eh ben, je parle de ma compréhension et mon point de vue. Ça peut paraître un peu exotique ou perché, hein, comme souvent le terme qu'on utilise. Je sais pas, par exemple dans la culture taoïste chinoise, dans la médecine traditionnelle chinoise, on dit que chaque être vivant et même chaque cellule a du féminin et du masculin en lui, et c'est ce qui fait qu'on vit. Donc eux, ils appellent ça le yin, le yang. C'est le principe féminin et masculin. Et donc on a tout ça en nous, et il y a un moment dans la vie où on est purement dans son yin et purement dans son yang. Donc le yin c'est le féminin et le yang c'est le masculin, et c'est le moment de l'enfantement, de la naissance, où la femme doit vraiment être à 99,999% dans son énergie de femme, yin, qui accueille, qui est le réceptacle, etc. Parce que c'est ce qu'elle vit, hein. Là, elle s'abandonne et une partie de son corps s'ouvre pour laisser passer un être à travers elle. Mais pour faire ça, dans cette approche-là, quelque part, notre cerveau reptilien, il peut pas faire ça en disant, mais moi, il faut que je confie mon yang à quelqu'un. Et ce quelqu'un, la fonction yang, symboliquement, on va dire, c'est le masculin, symboliquement. Mais c'est aussi une certaine forme d'autorité, symboliquement. Et soit elle est portée par le compagnon, le papa, ou soit l'autorité, ça peut être une sage-femme, quand bien même la sage-femme est une femme. C'est l'autorité du corps médical. Et donc, c'est ce que j'ai vécu dans ces 3 expériences pour nos enfants. Et plus ces accouchements, et le dernier qui était un accouchement non assisté, le rôle du papa, j'avais vraiment ce côté très sécurisant, apporter un cadre, une structure, une présence sereine, ferme,
ferme, c'est pas le mot approprié, mais vraiment une présence solide, Oui. un roc, un pilier, un chêne. Voilà. Un roc mou, comme diraient certains. Et parfois, il est nécessaire que cette fonction yang, elle soit portée par le corps médical et une sage-femme. Mais voilà, le rôle du papa est, pour moi, est tout aussi important que la sage-femme et que la maman. C'est souvent méconnu, et si on parle d'accouchement physiologique et de maison de naissance, il faut inclure le papa, parce que c'est la famille qui naît, et c'est l'autre phase de la conception. La conception, il était là, et là, il est là, et voilà. C'était le petit laïus dessus, c'est peut-être pas forcément très clair, mais Si, c'était voilà. très clair, si. Et c'était même très intéressant, parce que je pense que c'est un peu ce qu'on décrit en général dans nos récits, mais pas avec cet habillage que tu nous as proposé. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que, enfin, personnellement, en tout cas, ça me parle par rapport à ce qu'on a pu déjà entendre. Ouais. Bah, dans ma vie d'homme et de papa, c'est un passage, et de le vivre pleinement, la maison de naissance, et clairement, et surtout l'accouchement à domicile sans professionnel de santé. C'est vraiment quelque chose, il y a vraiment un passage comme le vit une femme qui fait un accouchement sans péridurale, un accouchement physiologique, alors que l'accouchement, comme j'ai pu le vivre, le transfert, où je suis mis sur le côté, on me parle pas, je ne fais rien, j'ai pas de rôle, Oui. et on dit, ah bah, on met le bébé dans les bras, ah bah là, il est où le papa? Et du coup, moi, je me retournais, tu sais, mais dans les séries, on a l'impression qu'on devient papa, et comme ça tombe. Et moi, le premier, vu que c'était un accouchement, il y avait eu une situation d'urgence, non, je me suis pas senti papa comme ça. Alors que les autres, j'ai été là, j'ai été acteur dans ma présence, dans mon soutien. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je me demandais aussi, tu nous as expliqué tout à l'heure que vous avez fait de l'aptonomie. Oui. Pour vous connecter aussi à ce bébé et créer cette équipe à 3, cette nouvelle équipe avec ce nouveau bébé. Est-ce que tu penses que ça a joué aussi dans cette capacité à pouvoir être présent le jour de l'accouchement, au long de la grossesse? Parce que, comme tu le disais, vous avez eu des enfants très rapprochés, et c'est une période où l'enfant n'est pas du tout autonome, il a beaucoup de besoins. Et donc, en fait, je sais plus si tu as utilisé le mot bulle, mais en tout cas, c'est un instant à vous, sans l'aîné, parce que l'aptonomie se joue vraiment autour de la nouvelle vie qui est en train d'émerger dans la famille. Les aînés ne sont pas conviés, en général, enfin, en tout cas, de ce que j'en sais. Et du coup, est-ce que tu penses que tout ce suivi en parallèle a permis aussi que tu prennes cette place, que tu aies cette connexion avec et ta femme et ton bébé pour favoriser cette présence, tout ce que tu viens de nous décrire comme étant, voilà, ce pilier, ce yang rassurant, présent, avec tout ce que ça peut amener de sécure et en même temps de douceur pour accueillir cette nouvelle vie? Oui, absolument, l'aptonomie nous a permis ça, à la fois avec un effet direct et indirect. Déjà, rien que l'effet indirect, parce qu'on prenait un temps dédié à nous trois. Parce que, je dis bien nous trois, on a parlé donc là du rôle du papa, parce que c'est, on va dire, mon témoignage. On parle de préparer la maman et le couple à la naissance, mais c'est aussi préparer le bébé à la naissance. Et l'aptonomie permet ça, et permet aussi un peu ce changement de paradigme en disant, c'est pas juste un corps qui pousse dans un corps, c'est un enfant qui est déjà là, qui vit les émotions de maman, mais en même temps qui n'est pas maman. Et il y a quelque chose de simple, et qui à la fois est simple, et quand on le comprend, ça sème des graines un peu en nous. Les accompagnements alternatifs, ou plutôt complémentaires, qu'on a pu faire, vraiment, il était dit d'expliquer au bébé ce qu'il allait se passer le jour J. Parce que si on n'explique pas au bébé, par exemple, ma propre naissance, et je l'ai compris après, moi j'ai eu des soucis sur ma propre naissance. Et si le bébé, on lui dit pas ce qu'il va vivre, dans certains contextes, si la naissance se fait dans un état d'urgence, de stress et de peur de la maman et ou du corps médical, il se dit, mais oh là là, tout le monde a peur et je ressens la peur. En plus, ma maison elle est en train de se contracter, je vais mourir. Si on lui dit, bah voilà, il va se passer ça, puis cette maison là, elle va se contracter, tu vas passer au bout d'un tunnel, il y a une lumière et après il y a maman. Et c'est quand même un peu plus rassurant que d'aller dans l'inconnu sans rien savoir. Mmh. Donc l'aptonomie, c'était vraiment un moment à 3 où on se connectait, où on apprenait à être plus en relation avec notre enfant. Et c'était aussi
quand même on arrive ou pas à faire l'autonomie, des fois je me disais, je sais pas si j'ai réussi. En tout cas, c'est un moment dédié à nous trois. Et ça, c'était vraiment nécessaire dans pour toute grossesse et spécialement ce qu'on vivait avec un bébé déjà à la maison. Donc, on avait besoin d'avoir un temps dédié pour cette grossesse et pour nous trois. Et je me demandais du coup, est-ce que vous aviez déjà eu l'expérience de l'autonomie pour votre première grossesse? Et est-ce que vous l'avez renouvelée pour la troisième? La première, c'était particulier brièvement parce que au début de la grossesse, je terminais encore mon internat, donc on n'était pas dans la même ville. On habitait ensemble à la moitié de la grossesse et on en avait fait un petit peu, mais c'était avec ma belle-mère qui est une sage-femme très compétente, mais voilà, on n'est pas forcément fait pour accompagner nos proches. Voilà pour la première naissance. Et la troisième, non, on était dans l'Allier et on a fait avec nos outils pour préparer, pour faire le suivi de la grossesse d'une part et préparer la naissance. Alors je sais pas si tu veux que j'en dise un peu plus, mais en tout cas c'était pas de l'autonomie, non. D'accord. Je me demandais si tu voulais dire en quelques mots peut-être les autres suivis complémentaires que vous avez eus, au moins les citer. Je me dis s'il y a des gens qui sont intéressés pour aller voir, qui pensaient pas qu'ils puissent être accompagnés par ces gens pendant la grossesse ou quoi, ça peut être un moyen d'aller explorer pour eux ces plans-là. Oui, il y a des outils, un outil, ça s'appelle Santé Humaniste, sachant que voilà, nous, la thérapeute qui nous accompagnait était dans le Jura. Moi, je m'étais formé à cette approche-là. Alors, pour être plus précis, la personne qui m'a formé a fait des petites modifications. Elle a appelé ça Santé 5D, mais c'est issu de Santé Humaniste, ça s'appelle. Vous pouvez regarder. Je crois que le site, c'est Institut AMA. Et moi-même, j'ai, dans mes longues recherches un peu de médicales pour répondre à certaines questions que je me posais sur la santé et des manques qu'il y avait dans la médecine académique, j'ai rencontré le docteur Thomas Lamotte, un neurologue, qui a travaillé sur l'origine inconsciente des maladies. Puis son travail l'a amené, ça allait même un peu plus loin, c'est pas forcément que des maladies, parce qu'un accouchement n'est pas une maladie. Voilà, il a mis en lumière un mécanisme du vivant qu'il a nommé, lui, la compensation symbolique inconsciente, où notre inconscient déclenche une compensation au réveil d'un mauvais souvenir. C'est son approche en disant, par exemple, Ray Charles, il est pas né aveugle. À 3 ans et demi, il a vu son frère se noyer, et à 7 ans, il perd la vue. Donc il y a quelque part, c'était une date anniversaire, c'était 3 ans et demi fois 2, quoi. Ça fait 7 ans. Donc du coup, nous, on a beaucoup aussi travaillé là-dessus avec Santé Humaniste et en parlant aussi sur nos peurs et nos mauvais souvenirs potentiels en disant, qu'est-ce que ça peut réveiller? La dernière fois qu'on a fait un accouchement à domicile, c'était notre premier, il y a eu le transfert, etc., oui. etc. Et lui, il parle, son neurologue aussi, quelque part, le symptôme. Alors lui, il parle pas d'émotions refoulées, hein. Lui, il parle de culpabilité. Il parle de culpabilité en disant, ah ouais, en fait, quelle est ma culpabilité derrière, ou mon orgueil, etc. Donc dire le petit truc qu'on a derrière. Donc on a fait tout ce débrief où on peut faire notamment un certain nombre de préventions. Je vais pas donner des règles, mais en tout cas de faire parler les gens qu'on accompagne, et notamment une femme enceinte, sur ce qu'elle a pu vivre de difficile, ou des choses qui remontent, etc. Ça, c'était la meilleure des préventions. Donc nous, on s'est préparé en parlant beaucoup avec cette analyse-là, et brièvement, voilà, sur la santé humaniste. Tu m'as demandé quels outils on avait utilisés, et mon épouse est tout de même herboriste de formation, et vu qu'il y avait quand même 3 grossesses rapprochées, c'est pas que un travail sur l'inconscient, hein. On a un corps physique, et donc du coup il y avait aussi la prévention et l'accompagnement d'une femme enceinte. C'est aussi subvenir à ses besoins en nutrition et en plantes pour soutenir les fonctions physiologiques du corps. Mais voilà, c'était pas que du travail sur l'inconscient, et c'est important aussi à dire, hein. Surtout quand le corps il vit des épreuves aussi rudes en aussi peu de temps, comme tu dis, donc il a même pas le temps peut-être de se ressourcer assez, donc c'est d'autant plus important, j'imagine. Absolument. Autant je suis convaincu que de la faisabilité d'un accouchement physiologique, et même, je dirais même, de sa nécessité pour l'impact que ça a sur le couple et surtout pour l'enfant. Et autant je sais que ça tombe, je vais peut-être choquer du monde, hein, mais c'est mon point de vue, ça tombe pas du ciel, suivant notre histoire et suivant tant ce qu'on a vécu nous-mêmes dans notre passé, et que notre mode de vie.
avec les sollicitations, la fatigue, etc. Et que c'est beau de regarder dans cette direction-là. Et suivant là où on en est dans notre chemin de santé globale, eh bien, ça se fait pas du jour au lendemain. Pour des personnes, tant mieux. Et pour d'autres, ça demande un réel travail je dis en médecine naturelle parce qu'on remonte pas forcément la santé avec des médicaments, bien souvent quand on est enceinte, mais si on adhère à des médecines naturelles, faut un peu changer de paradigme, et c'est pas la plante magique on prend 48 heures avant l'accouchement qui fait que tout va bien se passer. Je pense que non, mais C'est la potion magique d'Astérix. Voilà, c'est quand même important à dire, et on a tous un peu peut-être notre imaginaire colonisé par la médecine allopathique où la santé c'est la carte vitale, on donne la carte vitale, on demande un remède miracle sous forme de comprimé et puis ça va bien se passer, alors que il y a plein d'autres choses sur l'accouchement physiologique et en amont à faire pour que ça se passe bien. Une femme qui est épuisée, qui a travaillé, etc. Elle a beau pas avoir d'antécédents, si on s'intéresse même à des mémoires qu'on peut avoir dans notre petite enfance ou dans la lignée transgénérationnelle, ouais. Transgénérationnelle, ou une femme même qui n'a jamais vécu d'attouchement. Une femme qui a vécu des attouchements, forcément, le fait de s'ouvrir, c'est compliqué. Donc une femme qui n'a pas tout ça, mais qui a un corps épuisé parce que elle est sollicitée dans cette société qui parfois est très exigeante. Voilà, ça peut poser des questions. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant que la conversation aille là-dessus, parce que je voulais quand même préciser ces notions-là, et d'autant plus parce que je suis médecin, et pour contextualiser, oui, c'est potentiellement accessible à tout le monde, et suivant ce qu'on a vécu et qui on est, ça demande un travail et un accompagnement qui peut être plus long que ça. Moi, j'ai tendance à le comparer à un marathon. Alors, il y a des gens qui me suivront ou pas, mais pour moi, l'accouchement physiologique, il y a cette dimension. Et du coup, il y a une préparation physique, mentale. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière, quoi. Et même le jour J, du coup, comme au marathon, c'est-à-dire que au bout d'un moment, le corps, il en peut plus. Mais le mental prend le dessus pour aller jusqu'au bout. Enfin, le mental, pas le mental qui réfléchit, mais pas le mental qui contrôle. Oui, c'est ça, pas le mental qui contrôle, mais le mental, je parle de savoir que ça va se passer et que ça va finir, et que, enfin, c'est un peu cette dimension-là, quoi. Et c'est vrai que, du coup, ça demande beaucoup de choses de se préparer à ce genre d'événement, quoi. Oui. Et quand on s'intéresse aux médecines naturelles, on peut avoir une vision idéalisée de la nature, sauf que on n'est pas une tribu africaine qui vivait avant l'invention de l'écriture et de l'électricité. Et donc, du coup, faut pas idéaliser non plus le passé. Il y avait des femmes qui mouraient en couche, alors que maintenant on peut les sauver. Et en même temps, on n'a plus le même contexte et le même mode de vie, donc Ce que j'allais dire, c'est très contextuel. Ouais, ça demande déjà de répondre à des peurs du mental. Maintenant, on se dit, est-ce que c'est encore possible d'accoucher physiologiquement? Et puis, même très physiquement, ça demande des ressources. Oui, il y a plein de choses qui parlent même de l'évolution. On va pas rentrer dans ce détail-là, mais même de notre corps de plus en plus verticalisé. Et du coup, le fait aussi que, avec l'évolution, notre corps aussi change, et du coup, la façon d'appréhender la naissance n'est certainement pas la même que des ères plus tôt. Et en effet, nous, on le prône aussi beaucoup. Heureusement qu'il y a l'hôpital. Et d'ailleurs, la maison de naissance, on est en plein dans ce truc-là, pour être transféré le plus rapidement possible, pour pouvoir faire appel aux médecins en cas d'urgence, et qui sauvent des vies. Qui, heureusement, nous, on a des cas de témoignages de césarienne où, du coup, heureusement qu'il y avait ça dans ce cas-là, parce que bébé en souffrance, enfin, ce genre de choses, et du coup, tout le monde est en vie à la fin, et on est bien content quand même d'avoir cette possibilité, et qu'à une autre époque, on aurait été dans d'autres finalités, quoi. Oui. Et c'est pour ça que je sais pas si vous avez remarqué, au début de l'interview, je disais, avec ma femme, on voulait regarder dans cette direction-là. Et du coup, je pense qu'effectivement, c'est bien de regarder dans cette direction-là. Et nous, par exemple, entre l'idéal qu'on avait d'accouchement à domicile, et même, initialement, c'était un accouchement non assisté qu'on voulait, et de le faire, il a fallu plusieurs années. Oui. Parce que c'est avec notre parcours personnel, nos blessures, notre histoire, on avance petit à petit. Et c'est ça la magie de l'accouchement physiologique, c'est que l'accouchement médicalisé et la médecine allopathique est toujours très symptomatique, donc avec des résultats, mais en faisant pas de lien entre l'être et son symptôme. Alors que quand on est dans une démarche physiologique, notamment dans l'accouchement physiologique, quelque part, on vise quelque chose de plus physiologique, et ça nous renvoie à nous-mêmes, que ce soit une problématique physique ou psychique, et on avance aussi en nous-mêmes. Et comme tu l'as justement dit, tout en étant dans un lieu qui nous sécurise. Si, voilà, c'est bien. C'était ça, vous avez
de regarder dans cette direction-là, aujourd'hui, là, vraiment, il y a ça, et donc on va vous transférer. Ok, on transfère et on utilise la science médicale là où elle doit être utilisée. Ouais, ça a été souvent rapporté aussi la question. Enfin, les sages-femmes nous ont souvent parlé du fait aussi que, notamment en France, parce qu'on n'a pas exploré tous les pays autour de nous là, que souvent aussi la médecine est peut-être davantage regardée du côté pathologique avant d'être regardée du côté physiologique. Et du coup, ça crée aussi certainement un autre prisme dès le début en fait, une autre façon de regarder les choses. Absolument. Absolument. La médecine est conçue, et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Donc c'était le premier échelon de la santé, c'est traiter la pathologie. Oui, c'est ça. Et puis maintenant qu'on a ça, on peut se dire on peut être un peu plus raffiné et aller. Et ça tend à évoluer. En plus, j'ai l'impression, alors pas dans tous les cas, pas à tout le monde et tout ce qu'on veut, mais j'ai l'impression que de plus en plus, après, j'ai presque l'impression que la médecine au début, comme tu disais, c'était, en fait, on essaye de comprendre la pathologie pour la traiter. Donc en fait, c'était le cœur de la médecine. Et puis j'ai l'impression que maintenant on y met un peu plus ces notions de physiologie, d'esprit. Alors après, je n'ai pas fait d'études de médecine actuelle ni rien, mais j'ai le sentiment que je l'entends de plus en plus même chez les médecins. Je trouve plusieurs types de médecins, certains qui n'y sont toujours pas, certains qui ne veulent pas, certains qui commencent à intégrer d'autres choses. Je dirais peut-être, parce que c'est vrai que je trouve que ça avance pas assez vite parce que je suis impatient de ça, mais pour rejoindre ce que tu dis, ce qui est vraiment admis, c'est qu'il y a 100 ans, 200 ans, la médecine traitait les pathologies aiguës, et c'est là où elle a fait ses lettres de noblesse. Là, c'est plus le cas. C'est dans la pathologie chronique, et c'est là où on voit les limites de notre médecine. Donc, et pour ça qu'il y a aussi une explosion d'approches complémentaires, parce que on traite des pathologies chroniques. Et traiter des pathologies chroniques, c'est pas traiter une urgence vitale. Donc l'urgence vitale, d'accord, et la pathologie chronique, c'est traiter la personne dans son entièreté. Dans son entièreté. Donc forcément, je te rejoins aussi, ça met du temps. C'est un accouchement qui est un peu long, mais ça va, en tout cas, ça doit forcément à un moment donné mener à autre chose, parce que notre médecine allopathique traite mal les pathologies chroniques. Oui, le long cours, ouais. Et ce que tu disais, Capucine, malgré tout, même si c'est quelque chose qu'on peut constater et tout, moi, le sentiment que j'en ai, même dans les dernières interviews de sages-femmes qu'on a pu faire, voire même de médecins ou gynécologues qu'on a eu l'an dernier en hors-série, ça vient plus, un peu comme Marc, ce que tu nous expliques, de toi, que de tes études en elles-mêmes. Et en fait, c'est la lenteur à l'intégrer au cursus d'apprentissage, qui, quand bien même les études de sage-femme évoluent en 6 ans au lieu de 5, sur 5 années d'études de sage-femme, elle se retrouve avec un module sur la physiologie, ce qui représente même pas une semaine de cours, je crois, de ce qu'on nous avait expliqué. Et de se dire que c'est, moi en tout cas, qui ne suis pas de ce milieu-là, j'avais trouvé ça dingue. Parce que je me dis, mais oui, c'est nécessaire de comprendre en fait tous les cas de figure, toutes les pathologies, tous les risques qui existent, mais la naissance étant un processus naturel qui traverse le corps, etc. Moi, l'évidence, c'était, on part de ça, et ensuite, on va explorer le reste. Et en fait, j'ai appris, du coup, en ayant la chance d'interviewer toutes ces sages-femmes et d'autres professionnels de santé, que c'était pas le cas. Donc, en effet, moi, le sentiment que j'ai d'un point de vue absolument extérieur, je le partage avec toi, Capucine, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est plus parce que les jeunes médecins, les jeunes sages-femmes, les mentalités tendent à s'inspirer d'autres cultures ou de pays limitrophes ou francophones, peu importe, mais que c'est pas encore intégré au système. C'est peut-être ça aussi la lenteur dont tu parles, Marc, le décalage entre la réalité de comment c'est encore traité aujourd'hui, la pathologie chronique, ou comment le corps humain n'est pas vu dans son ensemble. J'ai l'impression que c'est ce côté un peu fastidieux. Mais en effet, c'est quelque chose qu'on peut trouver régulièrement, des discours qui viennent intégrer la complexité de ce qu'est un être humain, quoi. Après, voilà, je pense que c'est un très long et très intéressant débat. C'est ça. Mais du coup, on veut savoir ce que ta sage-femme a pu faire pour vous pendant l'accouchement, si tu te souviens un peu de sa présence. Eh bien, elle a répondu à nos besoins, qui étaient de s'assurer qu'on était toujours dans la physiologie, de manière la plus discrète possible. D'accord. Et par moment, si mon épouse disait, mais c'est trop long là, et dire non, c'est pas trop long, ça avance bien. De rassurer. Voilà. Et c'était ça. C'est ça mon souvenir, et il n'y avait pas plus.
Et sinon, elle respectait notre bulle, la bulle de mon épouse, qui rentre de plus en plus dans sa bulle. J'imagine que vous connaissez ça, dans sa bulle toute seule, quoi. Même s'il y a le pilier, le papa ou la sage-femme, petit à petit, elle est là, et moi qui suis là en soutien. Et derrière, bien sûr, le travail de l'ombre de la sage-femme. Mais dans d'autres cas, c'était vraiment un travail de l'ombre parce que on avait besoin de ça. Peut-être d'autres couples, c'était besoin de plus de présence, mais nous, on avait besoin de ça. Et elle rassurait et discrètement. Et ouais, c'est ça le souvenir que j'ai. Je sais, c'est très personnel, parce que nous disait sage-femme. Il y a des gens qui ont besoin d'une forte présence, d'autres au contraire, comme toi, plutôt d'être laissés dans cette... Elles sont là en tant que veilleuses, en fait. Oui. Du coup, votre fille est née vers 4 heures, si je ne me trompe pas. Oui. Il y a le temps de surveillance nécessaire. De toute façon, à 4 heures, j'imagine que vous avez dormi à un moment donné aussi. Mais en tout cas, on part au bout d'un moment, mais on reste pas si longtemps dans la maison de naissance. Comment s'est passé le retour à la maison? Puisqu'en plus, il y avait certainement peut-être quelqu'un qui vous y attendait. Je sais pas si vous l'avez fait garder quelques jours avant qu'il revienne à la maison, votre aîné, ou pas. En tout cas, comment s'est passé le retour à la maison et notamment cet accompagnement à une nouvelle vie de famille avec les sages-femmes? Est-ce qu'elles sont venues? Est-ce que même elles vous ont aidé aussi à accueillir cette particularité aussi des sens rapprochés, puisque c'est pas rien non plus. Enfin, comment se sont passés les premiers jours avec vos enfants et les sages-femmes? Donc effectivement, comme tu dis, la naissance était autour de 4 heures et donc je sais plus exactement à quelle heure on est rentré, mais c'est au plus tard à midi nous étions à la maison. Mais je pense que c'est plus autour des 10 heures. Et notre fils aîné est épatant là-dessus. Il était très content. Il y a eu un petit regard un peu surpris. Et puis très vite, il a accepté sa sœur. On a eu beaucoup de chance. On sait qu'un accouchement physiologique, ça demande de l'investissement et de l'engagement. On parlait de la pilule magique. Et c'est pareil pour le postpartum parce que on sort le jour même, donc ça s'anticipe. Donc on avait, mon papa n'était pas encore à la retraite, ma maman est mère au foyer, donc elle fait beaucoup de travail non rémunéré. Donc on s'était un peu tous organisés et il y avait le congélateur qui était plein de repas pour que ça soit un peu plus facile. Ma belle-mère qui travaillait avait bloqué une semaine de congé, etc. Okay. Vraiment, c'est une logistique et puis c'est aussi redire c'est la vie qui se déploie et la vie des fois elle a besoin de soutien, de temps et il y avait ça et les sages-femmes ont fait le suivi donc à domicile, elles venaient je sais plus te dire la fréquence, hein, elles venaient surveiller mon épouse et le bébé, notre petite fille qui a eu un ictère qu'on dit en médecine physiologique, hein, qui a pas nécessité de soins particuliers. Donc elle venait contrôler ça, le contrôle, la prise de la tétée, etc. Le suivi classique. Oui. Est-ce que tu penses que cette expérience a changé ton regard sur les femmes que tu accompagnes maintenant en tant que médecin généraliste et notamment autour de la périnatalité? J'imagine même si tu fais pas des visites gynécologiques, tu dois peut-être en croiser ou en tout cas avoir affaire, j'imagine, à des profils de ce type. Est-ce que tu trouves que depuis cette expérience, ou ces deux expériences, même s'il y a eu un transfert la première fois, c'était aussi un processus physiologique que vous prépariez de toute façon, est-ce que ça a changé ton regard sur les femmes que tu accompagnes? Oui, bien sûr. Je vais repartir de la pilule magique de la médecine allopathique. La fameuse. la fameuse pilule magique, et donc il n'y en a pas de pilule magique. Et donc ça demande beaucoup de douceur, et plus j'avance dans mon chemin de médecin et de chercheur indépendant sur qu'est-ce que l'être humain, comment il fonctionne. Je dirais que plus j'avance, plus je me rends compte comme l'être humain est complexe et raffiné et sensible. On a une forte résilience, mais on est très sensible. Et les femmes enceintes, moi, dans mon idéal, je souhaiterais qu'elles puissent avoir le choix de travailler ou non. Oui. Très tôt, au début de la grossesse. Certaines vont vouloir travailler, et si c'est le cas, respectons ce choix, tout en les informant des avantages et des inconvénients du nombre d'heures qu'elles peuvent faire dans la semaine. Et d'autres ont vraiment besoin de se reposer, tant physiquement que psychologiquement, de rentrer dans leur bulle, etc. Et donc beaucoup plus j'ai une vision avec beaucoup plus pas de fragilité, mais de douceur et de raffinement d'une femme enceinte et d'une femme en postpartum. Et pareil pour le postpartum, ça me choque. Nous, on n'a jamais eu ça
pour différentes raisons, mais une femme qui a eu son premier enfant, au bout de tant de semaines, elle retrouve son travail à temps plein et le bébé, elle est séparée de son bébé une bonne partie de la journée pour aller au travail. Ouais, à même pas 3 mois, ouais. C'est ça. Et encore une fois, de donner le choix aux gens. Et si on n'est plus dans cette culture de la pilule magique, c'est pas sans culpabiliser le couple et spécifiquement la maman, mais de se dire il y a pas de pilule magique. La santé, la relation au bébé et la maternité-paternité, ça demande du temps, de l'investissement. Oui. La santé, ça demande aussi de récupérer. Donc, est-ce qu'une femme peut, après avoir accouché, au bout de moins de 3 mois, retrouver un emploi en plus de gérer son bébé la nuit? Et ça pose question. Après, ce que tu dis, c'est intéressant aussi d'avoir le choix parce qu'il y en a pour qui c'est une nécessité, justement, à un moment donné, de déconnecter pour diverses raisons psychologiques, parce qu'elles ont la forme physique, à des niveaux aussi relationnels, émotionnels. C'est pas, comme tu dis, il y a pas de pilule magique, mais même dans ce sens-là, dans la relation à son bébé, dans les besoins sociaux et tout ce que ça peut impliquer le postpartum. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant, la formulation devrait pouvoir avoir le choix. Oui. Parce que c'est ce qu'on défend aussi avec le podcast sur les choix du lieu d'accouchement, en fait. C'est exactement la même dimension. C'est l'idée que nous, on prône pas les maisons de naissance plus qu'autre chose. On parle des maisons de naissance parce qu'on parle trop peu des maisons de naissance sur la sphère publique. Et du coup, on a décidé d'en parler. Mais on n'est pas plus pro maison de naissance qu'autre chose. Ce dont on veut parler, c'est de la possibilité qu'un jour les femmes puissent choisir, qu'il y ait des maisons de naissance, par exemple, dans tous les départements, pour que il y ait pas cette injustice de pas pouvoir accoucher en maison de naissance parce qu'il y en a pas à côté, ce genre de choses-là. Et du coup, oui, en effet, le choix, peu importe le type de choix, l'important c'est plutôt que ça corresponde à la mère et à la famille, même au système familial, voilà, que ça corresponde à ce qu'ils sont en train de créer tous ensemble, quoi. Absolument. Je pense qu'on est tous les trois d'accord, hein. On est tous différents et même dans notre parcours de vie, il y a des moments où on a un certain besoin et des fois, la meilleure chose, c'est d'accoucher en maternité. Oui, c'est ça. Il y a plein de raisons, comme tu disais, Julie, où une maman veut ou a besoin de retourner au travail, de quitter la maison. Et des fois, c'est la meilleure des solutions. Notamment, il peut y avoir des femmes qui n'arrivent plus à se retrouver, a l'impression d'être que mère et on n'est pas que mère. On est mère, femme, etc. C'est ça, au niveau psychologique. Enfin, l'important, c'est quand même d'être moralement bien dans ses baskets. Et il y en a, c'est en allant retrouver, voilà, il y en a, c'est en allant retrouver un espace social, enfin, qu'elles ont pas en étant en tête-à-tête avec leur bébé les premiers temps, enfin. Et comme tu dis aussi, nous, sur l'accouchement, on parle aussi de là où on se sent en sécurité. Et pour certaines, c'est à l'hôpital avec une péridurale. Et en fait, c'est là où elles vont créer le plus d'ocytocine et être le moins stressées. C'est là qu'elles vont de façon le plus sereine. C'est le choix de projet qu'elles ont fait, quoi. Absolument. Est-ce que du coup, il y a des choses, tu nous en as parlé un peu avec cette notion de douceur, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as intégrées dans ta pratique avec toutes ces observations, des choses, des façons de faire, cette fois-ci un peu plus concrètes que dans tes consultations? Bonne question. Là, tu vas peut-être mettre le doigt sur une frustration. Comment te répondre? J'aurais l'impression de dire que je fais pas assez. Pour plusieurs raisons. Mon parcours est parfois un peu chaotique et parfois riche, selon comment on le regarde. J'ai arrêté la médecine de novembre 2022 à août 2024. J'ai baissé les bras, j'avais tout validé mon diplôme, il me fallait faire ma thèse de docteur en médecine générale. Les 3 grossesses d'affilée, le Covid, certaines mesures du Covid m'ont découragé, j'étais pas aligné avec ça. Et donc, je me suis à ce jour jamais installé en tant que médecin généraliste. Okay. Donc, on dit souvent qu'à un moment donné, au bout d'un certain temps, la patientèle ressemble au médecin ou à la sage-femme. Donc, j'ai pas fait d'accompagnement tant que ça. Par contre, si je peux donner des exemples concrets, oui, par exemple, les fleurs de bac ou ce qu'on appelle aussi des élixirs floraux, parce que c'est un peu plus large que les fleurs de bac, sur la femme enceinte, suivant ce qu'elle traverse, je trouve que c'est quelque chose de simple à faire en médecine générale. Je parle de mon métier. Et où il n'y a pas de contre-indication et qui peut apaiser, ça fait pas tout, et accompagner une femme dans sa grossesse. Oui. Et je réfléchis s'il y a autre chose, mais non, parce que oui. Oui, du coup, en l'occurrence, oui. Et je me demandais, du coup, est-ce que le suivi en maison de naissance, cette expérience en maison de naissance, a peut-être du coup à l'inverse réconcilié certaines de tes valeurs avec ta vision du soin?
vu que tu dis que tu questionnais un peu le côté médical, que tu as baissé les bras, qu'il y a eu ce genre de choses, est-ce que cette vision du soin a pu réconcilier quelque chose sur d'autres plans peut-être? C'est intéressant comme question, j'avais jamais réfléchi à ça. Je me sens, j'ai repris la médecine, j'ai passé ma thèse, j'exerce la médecine actuellement en centre hospitalier. OK. Mais il est vrai que oui, oui, ça a apaisé et je sais pas si ça a apaisé, en tout cas maintenant je suis plus apaisé avec la médecine et ça m'inspire. Je sais pas si ça m'a pas forcément apaisé sur l'instant, mais en tout cas ça m'inspire de voir ces maisons de naissance où il y a de la science et de la conscience et c'est fait avec tact et mesure. Parfois dans mon parcours personnel, quand j'ai remis certaines choses en question, j'ai pu être un peu idéaliste et candide et donc extrême. Et là, il y a quelque chose de mesuré et de construit, de sérieux et ça c'est très inspirant pour moi. Mmh. Et ce travail, beaucoup de travail et même ce que vous faites, vous êtes bénévole, de partager ça, ces sages-femmes qui travaillent là-dedans, qui ont monté ces projets, des projets sur des années, ça se fait, Ouais. etc. Et elles font quelque chose entre science et tradition, science et conscience. Et on peut avoir, nous, c'était vraiment, tout était très doux. Et en même temps, on était attenant à l'hôpital. Ouais, Et ça fait, je sais pas si à l'instant, voilà, ça m'a apaisé. Par contre, maintenant, ça m'inspire beaucoup. ouais, c'est intéressant. Et du coup, dans la même veine, si tu croisais aujourd'hui le jeune homme médecin que tu étais, au moment où tu commençais tes études ou dans les moments où tu as pu douter ou baisser les bras, qu'est-ce que tu lui dirais à la lumière de ton expérience? C'est une question dure. Je dirais que ma curiosité de comprendre l'être humain sera récompensée, coûte que coûte, parce que j'ai voulu comprendre l'être humain et en même temps être dans le soin. Et c'est parce que le soin, je l'ai eu et que j'ai été à la fois parfois insatisfait du soin et insatisfait de l'être humain, que je suis allé chercher des réponses et j'ai pas du tout toutes les compréhensions. Et même si on a des compréhensions, ça veut pas dire qu'on est un excellent médecin et qu'on peut soigner et guérir tout le monde. Loin de là. Mais en tout cas, maintenant, ce chemin qui a été long a apporté des réponses que j'avais, des réponses assez profondes sur la vie. Et effectivement, je pense pas que j'aurais pu faire un autre métier. Quand bien même ça a été difficile, mais c'est un métier quand même incroyable. Mmh. Voilà pour ma réponse décousue. Et des questions très difficiles, hein. Et puis bon, j'ai que 35 ans, donc on verra dans quelques années, il faudra me la reposer. Ouais, j'allais dire. Dans 20 ans, on te reposera la question. Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais dire cette fois-ci à d'autres professionnels de santé qui hésitent à sortir du cadre peut-être hospitalier ou plus allopathique ou même à faire confiance à la physiologie peut-être? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ou transmettre? Toute sa approche de soins, en l'occurrence médicale, voilà, j'appelle ça intégrative, qui utilise le vivant, ça met, à titre personnel, il y a une magie qui s'opère. C'est des choses concrètes, hein. Mon épouse est herboriste et je travaille un peu avec les plantes. Il y a tout de suite une autre dimension. Actuellement, moi, je fais de la médecine générale, mais pas en cabinet. Je suis à l'hôpital, c'est majoritairement de la gériatrie. OK. Et quand on soutient des fonctions physiologiques avec des plantes, parce que là, on va pas rentrer dans l'explication, mais les médicaments souvent ne font pas ça, ils sont nécessaires, hein. Oui. J'arrête pas les médicaments à l'hôpital, mais j'enrichis avec les plantes. Il y a une autre dimension qui se passe. Il y a d'autres résultats autant la plante, elle fait jamais qu'une chose, donc elle relance des grandes fonctions physiologiques, donc physiques, mais pas que, pas que. Et il y a quelque chose qui se passe et c'est incroyable. Également, je me forme à la fasciathérapie. C'est une thérapie manuelle. On travaille avec nos mains. Et du coup, moi qui, en tant que médecin, on m'a pas appris à travailler avec mes mains, hormis suturer, je dirais. Et c'est des palpations grossières, si on palpe Oui, c'est ce que j'allais certaines dire. zones du corps. Ouais. Mais de sentir la vie et la vie des fascias, ce tonus, ce micro-mouvement à l'intérieur, ça donne la banane et ça apporte une dimension supplémentaire.
Quand tu disais tout à l'heure, tu parlais de délicatesse et tout, c'est quelque chose de tellement subtil dans le corps humain, les fascias, que oui, comme tu dis, ça doit rajouter une dimension de profondeur. Ça rajoute une profondeur en nous-mêmes et dans le rapport qu'on a aux patients ou à la personne qu'on accompagne, suivant comment Ouais, j'imagine. on est sensible. À titre d'exemple, très récemment, une patiente qui est toujours dans le service où je travaille, donc moi c'est on appelle ça soins médicaux réadaptation, donc polyvalent, enfin un peu de tout, mais c'est majoritairement de la gériatrie, parfois même des soins palliatifs. Une dame qui a été opérée d'une prothèse de hanche, et je la trouve un peu exigeante, ça me braque un peu, moi. Des gens qui arrivent à l'hôpital qui sont très exigeants avec une équipe qui fait de son mieux. Et on fait une séance de fasciathérapie. Et en fait, cette dame avait une symptomatologie et je dis, bah là, clairement, faut que je fasse de la fasciathérapie. Donc, je me dégage du temps parce que je fais ça en plus de la médecine classique de mon service. Et d'avoir fait ça, en fait, ça a totalement changé la perception, que j'avais d'elle et notre relation. Et je suis beaucoup plus compatissant. Alors, pourtant, je me considère comme quelqu'un avec de la compassion et de l'empathie, mais j'avais un a priori où il y a eu un petit accrochage, quelque chose de pas méchant, mais j'arrivais pas à passer outre. Et d'avoir fait ça, vous avez reconnecté, quoi, un peu, ouais. Ouais, c'est ça. Et la fasciathérapie a un toucher qui est très proche de l'aptonomie. Et il y a quelque chose vraiment d'intime qui se crée. Là, ça donne la banane et les médecines, c'était quoi la question naturelle, intégrative, complémentaire? Ça redonne vraiment aussi du sens, ça redonne du sens à la vie, à la pathologie. Par exemple, même en gériatrie, moi, il y a le sujet de la naissance, on en parle, mais il y a le sujet de la mort. C'est intimement lié. Oui, c'est intimement lié. Et si on reste dans l'allopathie, pareil, la mort, on va traiter, souvent, on propose pour pas que les gens souffrent, de la morphine et un antalgique et de l'hypnovel une molécule qui va une action anxiolytique et qui endort les gens. Certes, ça agit sur une dimension, mais parfois la souffrance n'est pas que dans le corps. Et toutes ces approches naturelles, moi je me sens plus complet et j'ai l'impression de faire un meilleur travail. Il y a quelque chose qui est léger en moi quand on peut appliquer une huile essentielle sur quelqu'un qui est en train de décéder, ça met quelques heures, quelques jours, et il y a quelque chose d'autre qui se passe avec uniquement de la morphine et de l'hypnovel. Et ça donne clairement, ça me donne la banane. Ouais. Juste pour préciser pour les personnes qui nous écoutent, tu as parlé de la fasciathérapie. Est-ce que tu pourrais, parce que je pense que c'est pas si commun que ça d'entendre parler de ce que sont les fascias, définir en quelques mots ce que ça représente dans le corps humain pour que les gens se figurent un tout petit peu pourquoi on parle de subtilité ou de profondeur dans ce toucher. Oui, les fascias classiquement, on les définissait initialement comme les enveloppes et la structure des organes, des muscles et des os. Par exemple, de l'organe, le cœur, c'est le péricarde, des muscles, les aponevroses, et de l'os, c'est le périoste. Et on se rend compte qu'il y a de la recherche fondamentale toujours en médecine, et notamment sur les fascias et en anatomie. Le fascia, on peut le voir aussi comme, et maintenant on sait que c'est même comme une structure en nid d'abeille. Vous voyez, quand on voit un nid d'abeille, il y a plein de petites alvéoles. Et ça, quelque part, c'est les fascias qui vont constituer la matrice du corps, et dedans vont s'insérer les muscles, les os, etc. Et ça répartit les contraintes mécaniques entre les différents tissus, organes, ça crée une cohésion à travers le corps, et ça crée une cohérence. Et quelque chose de beaucoup moins connu, et que j'ai appris lors de ma formation de fasciathérapie et pas en médecine, c'est que les fascias, c'est également le tissu le plus sensoriel du corps humain. Il y a plus de terminaisons nerveuses dans les fascias que sur la peau. Ok. Ah ouais. Ça, j'ignorais. Et du coup, notamment, donc la nociception, ça, on pouvait s'en douter. Moi, en tant que médecin, je m'en doutais. Donc, nociception, c'est sur la douleur, mais également sur la proprioception. Par exemple, je ferme mes yeux et pourtant mon coude est fléchi et je sais qu'il est fléchi. Oui, on peut mettre une cuillère dans notre bouche, les yeux fermés, parce qu'on a conscience de où se situe chaque élément de notre corps. C'est ça. La proprioception. Et il y a un autre élément qui est très intéressant, c'est l'interoception. C'est notre propre conscience de nous-mêmes. J'ai froid, j'ai faim, mais comment je me sens à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis présent avec moi-même, etc. Et ça se situe dans les fascias. Ce qui veut dire que dans la fasciathérapie, il y a autant une approche ostéo-articulaire. On dit souvent en fasciathérapie que l'ostéopathie, initialement, c'était de la fasciathérapie. En tout cas, les ostéopathes qui font du tissulaire ou exclusivement du tissulaire, c'est très proche de la fasciathérapie.
Et en même temps, il y a des approches avec des indications en dehors du système osteoarticulaire, comme le burn-out, le stress, l'anxiété, ou notamment, alors moi j'en suis pas encore là dans mon cursus, au niveau de l'obstétrique, où on va agir sur le petit bassin, etc. Où on peut travailler sur le petit bassin, sur les viscères abdominaux, etc. Voilà brièvement mon explication sur la fasciathérapie. Merci d'avoir pris le temps de nous faire un petit brief. Avec plaisir. Maintenant qu'on a fait le tour un peu de toute ton aventure en maison de naissance, même de manière plus globale de tout ce que tu as traversé en tant que personne qui s'intéresse à la physiologie et au corps, qui a eu 3 enfants dans des situations à chaque fois différentes. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais transmettre ou défendre aujourd'hui en tant que médecin sur en fait la question de la périnatalité ou le respect de la physiologie? Beaucoup de choses à dire sur la périnatalité et le respect de la physiologie. Je vois, comme je disais, l'être humain comme un être humain et pas comme un corps humain. Je sais pas si vous avez entendu parler du docteur, c'est Charbonnier, mais j'ai mangé son prénom, Jean-Luc Charbonnier, un réanimateur français qui étudie les expériences de mort imminente. Ça me dit vraiment quelque chose, mais j'ai aucune idée de... Il a écrit plusieurs livres, dont notamment un livre sur la conscience intuitive extraneuronale. Il a aussi encadré une thèse, il y a eu une thèse de médecine, je crois en 2015 à peu près, à Reims, il me semble, je l'avais lu quand j'étais interne, sur les expériences de mort imminente. Et pourquoi est-ce que je fais ce petit laïus? C'est de se dire que leurs travaux, lorsqu'il y a eu un arrêt cardiaque, et au bout de 30 secondes d'arrêt cardiaque, vraiment le cerveau n'est plus du tout vascularisé, l'électroencéphalogramme, donc c'est-à-dire l'activité électrique du cerveau n'existe plus. Et pourtant, des gens qui ont la chance de revenir à la vie, certaines personnes peuvent décrire les actes de réanimation qui se sont passés. Ouais. Et se dire, donc lui, il appelait ça une conscience intuitive extraneuronale, parce qu'il y a ça sur la mort, il y a ça à des moments, des personnes qui n'ont jamais été en arrêt cardiaque lors d'anesthésie générale, qui en fait ont vu une partie de leur opération alors qu'ils étaient endormis. Ouais. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est de se dire qu'il y a une part immatérielle en l'être humain et une part aussi raffinée en l'être humain. On n'est pas des robots et on a une vie psychologique et émotionnelle. Et l'empreinte qu'il y a dans ces grands moments de passage que sont la naissance et la mort, qui sont vraiment un moment de passage entre la matière et la non-matière, le corps et la conscience, et pour moi sont primordiaux. Et notamment, alors je vous ai parlé tout à l'heure de ma rencontre avec le docteur Thomas Lamotte, il parlait beaucoup des origines inconscientes de nos comportements, et notamment des maladies, mais pas que des maladies, et qu'on compense à chaque fois symboliquement notre souffrance intérieure en fait. Et la vie est comme ça. Vous voyez, là on va s'approcher du solstice d'été, et quelque part 6 mois avant le solstice d'été, c'était le solstice d'hiver. Donc c'est le jour le plus long est compensé par le jour le plus court, etc. Et l'univers fonctionne comme ça, et la vie fonctionne également comme ça. Et ce neurologue parlait vraiment de l'empreinte de naissance, notamment l'empreinte de naissance. Donc à l'accouchement, comment le bébé vit l'accouchement et comment la maman vit l'accouchement, qui engendre un certain nombre de tempéraments. Lui, il parle du tempérament fourmi et du tempérament cigale. La cigale, elle va dans le monde, elle chante. La fourmi a toujours besoin de retourner un peu dans la fourmilière et elle a un peu plus peur du changement. Et lui, c'est sa vision, mais et puis il complexifie ça après avec l'énéagramme pour comprendre un peu à chaque fois le profil des personnes qui l'accompagnent. Mais l'importance de se dire que nous ne sommes pas un corps humain, nous sommes un être humain. Il y a des choses en plus qu'on a du mal à avoir tous les tenants et les aboutissants, mais je fais un gros laïus, je me fais plaisir, de se dire que plus l'accouchement est médicalisé, peut-être que... Et donc il est médicalisé dans une vision aussi mécanique et matérialiste de l'être humain, et plus on tombe dans cette vision et d'une société matérialiste et individualiste. Je parle individualiste parce que, alors une femme qui enfante, qui accouche en ayant une péridurale, et sous ocytocine, la péridurale, elle est anesthésiée de ses jambes par définition. Et dans l'approche du docteur Thomas Lamotte, chaque partie du corps humain a une certaine symbolique. Et notamment, la jambe, la symbolique, c'est une symbolique relationnelle. On se déplace
pour rencontrer les gens. Alors que les bras, c'est une symbolique d'action. On fait avec nos bras. Et quelque part, la maman et l'enfant, relationnellement, sont moins, c'est même pas que symbolique, parce que là, c'est vraiment dans la matière et réalisé, sont moins en relation. La maman sent moins son corps, elle est moins en relation avec son bébé. Et le bébé a moins de lien avec la maman et bénéficie aussi de moins d'endorphines parce que la maman a sa péridurale. Alors, je dis pas ça pour culpabiliser du tout, hein. Mais j'aime bien me poser des questions et avoir une vision un peu plus méta et de prendre un peu de hauteur et de se dire que ce bébé, les bébés qui naissent comme ça, à mon sens, ils naissent seuls, en tout cas plus seuls que dans un accouchement physiologique où ils sont plus en lien avec la maman et avec leur papa, en tout cas plus en lien avec leur maman. Alors que là, il y a un produit chimique qui fait que le lien est moins évident. Et cette société, je pose l'hypothèse, hein, mais ça j'assume mes propos, mais qui est à la fois un peu plus individualiste. Il y a plein de causes. Est-ce que on pourrait se poser la question, un enfant qui est né plus seul et moins en lien au monde et il fait le lien au monde avec sa maman, est-ce que c'est pas une des graines qui peut engendrer plus tard, notamment une tendance à être plus individualiste et un peu plus isolé des autres? Bon, ça c'est moi ma réflexion personnelle sur cette question, mais de se dire qu'il y a des choses qui nous dépassent et la façon dont on vient au monde nous impacte et impacte notre relation au monde. On vient dans un monde, dans un cocon 4 étoiles. Moi, je l'ai vécu comme ça dans une maison de naissance. Ce n'est pas pareil que d'accoucher dans un contexte où il y a de la peur et où c'est médicalisé. Si c'est nécessaire, de toute façon, on va pas philosopher dessus, c'est nécessaire. Si on aurait pu, en respectant la physiologie, s'en passer, c'est là où ça questionne et où parfois ça me met en colère. Il y a au moins une, mais peut-être deux de nos invités qui, pas du tout comme tu viens de le faire, mais ont eu pour justement leur contexte d'accouchement ou par rapport à ce que vivait leur bébé vraiment dans les semaines voire jours qui ont suivi l'accouchement, nous ont parlé de ces bains. Alors peut-être que tu as le terme exact, Capucine, où ils revivent. C'est pas forcément des bains, mais ça peut être une accompagnante, une doula, une sage-femme, je sais plus. Ils revivent l'accouchement avec du toucher, le passage. Je me souviens d'un épisode où la maman expliquait que la sage-femme lui avait vraiment posé les mains sur la tête et en fait lui avait fait revivre le passage, et il y avait eu tout un truc où ça avait apaisé beaucoup de tensions que ce bébé avait dans son corps. Il avait beaucoup de pleurs, beaucoup de tensions. Je sais plus si c'était des coliques ou enfin. Et en fait, j'y pense quand je t'écoute parce que la possibilité de proposer quelque chose qui fait revivre l'accouchement aussi bien à la mère qu'à l'enfant, parce que du coup ça se passait quand même sur le ventre de la mère, entre les jambes de la mère. Enfin, je trouvais ça incroyable parce que j'en avais jamais entendu parler avant que cette femme nous en parle. Et quelle pertinence. Je pense que ça ne répond pas aux besoins de tout le monde. Je pense que ça n'est pas comme tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait. Il faut que ça réponde à un besoin et que ce soit pertinent contextuellement par rapport à la personne. Mais en tout cas, je fais le lien avec ce que tu es en train de nous dire, ou de réaliser que ce soit un choix ou pas, en tout cas, à un moment donné, une tension ou un vécu on peut revenir dessus. Oui. C'est pas immuable, c'est pas une fatalité. Et ça peut se travailler, en fait, dès les premiers jours de vie. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir 30, 40 ou 50 ans pour faire une thérapie sur sa propre naissance. Mais j'avais trouvé ça fou, en fait. Comme tu dis, puisque tu parles de ne pas culpabiliser ou de ne pas... Donc celles qui peuvent aussi être amenées à vivre ça par nécessité, par fatigue, par détresse fœtale, par tout ce qui peut se passer qui fait qu'on finit en péridurale et que c'était pas notre souhait au départ. Parce qu'après, il y a des souhaits de péridurale, mais il y en a aussi où des fois, c'est pas souhaité comme ça. Du coup, une possibilité aussi de revenir dessus et de refaire lien et de refaire connexion, en effet, avec ce moment et le bébé, quoi. Ouais. Oui, il existe plein de différentes approches, notamment, on avait fait santé humaniste, santé 5D. Je sais que certains kinésiologues peuvent travailler ça aussi. Et puis de pas culpabiliser, parce que je suis convaincu que nos événements de vie ne surviennent pas par hasard. Donc quand je parlais de ce neurologue, Dr Thomas Lamotte, ou d'autres personnes que j'ai pu croiser ou étudier leur travail, et elles ont un sens
pour nous et le chemin est infini. On a toujours des petites ou grosses difficultés. Et quand même on a souhaité un accouchement physiologique. Si ça se passe pas, oui, ça veut dire quelque chose. Oui, on peut le travailler après. Et en fait, c'est le lot de tout le monde. On a tous à un moment des petites ou grosses difficultés dans notre vie et c'est notre chemin. Mm. Et du coup, tu vois, c'est là où je souhaite moi un changement de paradigme dans notre médecine allopathique, tout bien sûr en préservant et en gardant les avancées et les outils technologiques qui nous permettent quand on doit intervenir d'intervenir. C'est que la médecine allopathique, quelque part, c'est dire au papa, à la maman ou au bébé, par exemple, en l'occurrence, je vais parler de mon parcours, de dire non, mais ça c'est la première naissance de votre fils et la façon dont tu vois, d'une part sa survenue et d'autre part la façon dont je l'ai vécu, c'est le fruit du hasard, il y a rien à comprendre, etc. Et non, en fait, Ah bah non, oui. vous avez votre pouvoir dessus. Ça veut dire quelque chose sur vous, c'est pas dans le sens de vous culpabiliser, mais voilà, et c'est parce que j'ai été attiré par ça et convaincu que ça avait un sens que je suis allé là-dedans et que j'ai petit à petit avancé. Et c'est pas parce que mon troisième enfant est né à la maison que j'ai résolu tous mes problématiques, mais ça a un sens et ça nous renvoie à nous-mêmes et fort heureusement parce que jusqu'à la fin de nos jours, on est on est fidèle à nous-mêmes, on se trimballe nous, nos avantages, nos qualités, nos défauts, nos immaturités et notre inconscient jusqu'à la fin de nos jours. Donc C'est bien une personne qu'on se trimballe du début à la fin, c'est bien nous. exactement, c'est ça. Maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure de vie et avec tout ce que ça a pu t'apporter, comme tu viens de le dire en fait, avec tout ce parcours que tu as fait en tant que personne, en tant que conjoint, en tant que père, est-ce que tu pourrais nous redéfinir du coup ce qu'est une maison de naissance aujourd'hui à tes yeux? À mes yeux, c'est un lieu où les femmes, les couples et les enfants peuvent naître, dans lequel la science et la conscience peuvent être réunies avec douceur et professionnalisme. Merci pour cette nouvelle définition qui vient s'ajouter à notre longue collection. Et avant de nous quitter, je vais te poser mon éternelle question. Est-ce que tu aurais une astuce à partager à toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent accoucher physiologiquement? Pas forcément toujours très à l'aise en disant la formule magique, le truc, mais du coup, je fais l'exercice. Non, c'est juste un tips. C'est pas genre la Ouais. formule magique. On n'est pas sur la pilule magique. On sait qu'elle n'existe Voilà, pas. pas la pilule magique. C'est Quantique Mama. Yes, Ah oui. ok. Ouais. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est super. Est-ce que tu peux Ok. préciser un peu ce qu'elle fait, peut-être vite fait pour ceux qui connaissent pas? Oui, c'est une doula et sage-femme québécoise qui propose des accompagnements et une formation en ligne pour comprendre l'accouchement physiologique. Et nous, c'est ce qu'on a fait pour notre premier. Et vraiment, son travail est vraiment remarquable. Oui. Elle est plutôt connue dans le milieu après, mais je me dis Oui, quand même, il y a dans le peut-être des milieu, gens elle qui est plutôt connaissent connue. pas. Ouais, elle est pas On si nous l'a souvent jamais- citée. On l'a citée, Ah je oui. crois, 2-3 fois. Ouais. C'est une ressource intéressante, en effet. Une ressource très intéressante et complète en elle-même. Après, Oui. il y a toujours, on peut parler des plantes, de la phytothérapie, de Oui, oui. l'inconscient, etc., mais complète en elle-même et que je trouve sérieuse. Ok. Eh ben merci pour cette référence. On ne manquera pas d'ailleurs aux personnes qui nous écoutent de vous mettre les liens en description si jamais vous voulez aller voir un peu plus avant ce qu'elle fait. Merci Marc d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation, de nous raconter aussi toute ton histoire et même au-delà de ça, toutes tes pensées autour de ce qu'est la médecine, l'humain, la physiologie. T'es vraiment riche. Ton témoignage nous permet d'entrevoir ce que peut être l'expérience de la naissance du point de vue d'un accompagnant et plus encore d'un papa qui a fait des études de médecine et qui les a remises en question. On parle souvent du vécu des femmes, de leurs sensations, de leurs choix, mais il est aussi précieux, comme on te disait tout à l'heure, nous en plus on n'en a pas eu beaucoup, des témoignages de coparents, d'entendre ce regard-là, celui de quelqu'un qui est à la fois le conjoint, mais aussi dans ton cas issu du monde médical et qui fait le choix conscient de faire un pas de côté pour vivre cette expérience de la façon la plus respectueuse, j'ai envie de dire. À travers ton récit, on perçoit beaucoup de subtilité et un équilibre entre la naissance et la confiance, entre la vigilance et le lâcher-prise, surtout avec tes 3 expériences notablement différentes. Tu nous montres qu'accompagner une naissance, ce n'est pas seulement soutenir, c'est aussi apprendre à faire un pas de côté, à laisser la place, mais aussi à faire confiance au processus et aussi à celles qui vivent toute cette aventure dans leur chair.
et à ces petits êtres aussi qui vivent cette aventure dans leur corps. Comme tu le disais tout à l'heure, ils vivent aussi quelque chose en tant qu'être à part entière depuis le jour de leur conception. Merci également à toutes les personnes qui nous ont écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager et aussi faire un like ou un commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé et peut-être à philosopher ou à nous donner votre avis sur toutes les questions qui ont été soulevées dans cet épisode. Ça sera avec plaisir qu'on pourra les lire, voire les transmettre à Marc si ça l'intéresse de pouvoir écouter vos réflexions. Au revoir Marc et à bientôt. Merci pour l'invitation, merci pour votre travail et à bientôt. Merci. Au revoir Marc. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.